tout le monde. Je vais attendre qu'on s'installe un peu. Donc, d'abord, je veux remercier Louise Derry, la directrice de la galerie de l'UQAM, pour ce premier pas dans l'expo Soulèvement qui a été fait. Donc, j'ai été invitée à participer au comité aviseur. Merci beaucoup aussi à Philippe Dumaine. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à l'expo Soulèvement, donc c'est accessible. Il y a des iPads pour les personnes sourdes, qui expliquent tout le contenu en LSQ. Les cartels en français sont traduits en LSQ avec les iPads, donc les personnes sourdes peuvent lire, oui, mais il y en a qui... dont la première langue est la LSQ. Donc, c'est accessible pour ces personnes-là. Il y a également une œuvre qui est signée en ASL dans l'expo. Donc, merci Louise et merci Philippe. Et merci pour cette ouverture dans l'expo. Donc, je vais continuer mes remerciements pendant qu'on installe. Donc, merci aussi à l'organisation, à Thérèse Saint-Gelais et Marie, pour m'avoir invitée aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir d'être dans ce panel très intéressant avec les autres panélistes. Je vais continuer. Ok, c'est bon. Donc, je suis artiste vidéaste depuis plusieurs années. Donc, j'ai un parcours où j'ai fait différentes rencontres, différentes voix. Donc, des voix féministes, queer, lesbiennes, autochtones, séropositifs. Donc, dans mon parcours, j'ai croisé toutes ces voix-là. Donc, quand je suis arrivée dans la communauté sourde, ce qui m'a frappée, c'est que la langue des signes, c'est pas une langue qui s'entend. Donc, c'est pas une langue vocale. Donc, est-ce qu'il y a des personnes ici qui s'expriment en langue des signes? Des personnes signales? OK, donc vous êtes plusieurs personnes en situation de handicap présentement, on ne m'avait pas averti. Mais bon, je vais changer maintenant puis m'exprimer en français. Donc, j'ai déjà été habituée par l'importance de faire entendre les voix minorisées. Mais donc, quand je suis arrivée dans la communauté sourde, pour moi, ça m'a frappé faire entendre des voix. Comment on peut entendre des voix qui sont pas vocales, mais qui sont signées. Et donc, j'ai réalisé à quel point, finalement, le fait de prendre parole, tout le langage de la reconnaissance sociale est beaucoup articulé autour des termes de la voix et de l'audition. Donc, des expressions comme faire entendre nos voix ont donné beaucoup de pouvoir politique aux mouvements sociaux depuis de nombreuses années. Et historiquement, les mouvements sociaux, que ce soit les mouvements féministes, antiracistes, anticapacités, ont eu l'avantage de parler la langue des personnes dominantes bien souvent. Pas toujours, mais bien souvent. Donc, ce qui est un avantage quand on souhaite une certaine reconnaissance, notamment des droits humains qui étaient revendiqués. Mais pour les personnes sourdes, la communication, c'est pas juste un moyen en soi, c'est l'enjeu même. Parce que pour plusieurs d'entre elles, il n'y a pas la possibilité de faire entendre sa voix dans ce mode dominant qui est la parole. Et en fait, le point nodal de prendre parole, quand on prend parole, ce qu'on souhaite, c'est d'être entendu, d'être écouté. C'est des gestes communicationnels qui sont considérés comme étant nécessaires à la considération sociale, à la reconnaissance. Et ce qui fait que quand on a des demandes de reconnaissance d'enfants qui ne sont pas prises en compte, mais ça donne une place à des expressions qui mobilisent des préjugés associés à la surdité. Donc, au niveau médiatique, l'arrimage, dans le fond, intime qui est faite entre la voix et la militance se traduit par des propos audistes. Par exemple, faire la sourde oreille, le gouvernement est-il sourd? En fait, notre langage n'est pas uniquement audiste, il est capacitiste. C'est-à-dire qu'on utilise des métaphores du corps handicapé pour illustrer les défaillances de notre société. Une féministe en fauteuil roulant, peut-elle être une Québécoise debout? En fait,
La voix qui nous intéresse, elle n'est pas tant vocale. On peut faire entendre nos voix en écrivant un article. Ça ne fait pas de bruit, mais on fait entendre nos voix par nos écritures, par exemple. La voix, nous dit Coudry, elle a rien de vocal en tant que tel. C'est surtout l'expression d'un point de vue sur le monde, d'une opinion qui mérite d'être considérée, qui mérite d'être reconnue. Mais les mots ont une histoire. Donc, pour les sourds, le terme de voix n'est pas uniquement inapproprié. C'est pas juste une incohérence de dire, bon, OK, là, les langues des signes ne font pas de bruit, la voix, les personnes entendaient, elle en fait du bruit. En fait, les mots ont une histoire, et pour les personnes sourdes, le terme de voix, il y a une connotation d'oppression, puisque en 1880, au Congrès de Milan, on a interdit l'enseignement des langues des signes. Donc, à l'époque, c'était le tiers des personnes qui enseignaient aux sourds, c'était des sourds, mais ils ont été renvoyés du système d'éducation, et on a décidé que, dans le fond, c'était la parole qui nous distinguait des animaux, donc il fallait apprendre à parler pour la subjectivation. Donc, c'était le début de ce qu'on appelle l'oralisme, c'est-à-dire de forcer les sourds à parler. Ne pas forcer les aveugles à voir, mais les sourds, on voulait qu'ils parlent. Et donc, pendant plusieurs années, on a battu les enfants qui signaient, on a interdit l'enseignement de la langue des signes et tout ça. Encore aujourd'hui, on considère, quand les parents ont l'annonce d'un enfant sourd, bien, on va privilégier l'apprentissage de la parole au détriment des langues des signes, au lieu au moins de les mettre sur un pied d'égalité. Donc, l'audisme, en fait, c'est un terme qui désigne ce système de pratiques, d'actions, croyances, mythes, attitudes, qui va valoriser les personnes entendantes, leur façon de faire, leurs mots, leurs expressions, leur épistémologie, au détriment des langues des signes, des personnes sourdes, des savoirs signés. Donc, on va considérer, comme je disais, que la parole va être préférable, par exemple, à la langue des signes. Moi, dans ma pratique, je me suis intéressée à la sourditude. Comme chercheur, comme artiste, dans le fond, le terme de surdité, c'est un terme qui est médical et qui fait référence, dans le fond, à la dimension plus pathologique, de perte, de limitation. Alors que le terme de sourditude, lui, dans le fond, il met l'accent sur les positions existentielles des personnes. Il n'y a pas d'équivalent de féministe, donc je l'ai cherché. Fait que moi, j'utilise le terme aussi dans une perspective de posture critique. Donc, ce n'est pas uniquement dans une posture essentialiste. Donc, la sourditude, elle permet de prendre en compte l'historicité, l'oppression et surtout le devenir, c'est-à-dire l'avènement de nouveaux possibles aussi. Comment faire entendre alors des voix de personnes sourdes lorsque celles-ci ne sont pas vocales mais signées? Moi, j'ai réalisé une bande dessinée, donc une BD en langue des signes. C'est une bande dessinée qui s'appelle « C'est tombé dans l'oreille d'une sourde ». Et j'ai souhaité, par cette démarche-là, donner la parole, ou plutôt permettre à des personnes sourdes de vous faire signe, d'exprimer leurs considérations. C'est leur point de vue sur le monde. Et on voit même de toute façon, point de vue, on fait référence à la vie. Donc, essayer d'écrire un texte sans mobiliser les fonctions du corps. Je m'en parlerai après. Donc, la langue des signes, c'est une langue qui est tridimensionnelle et donc, il n'y a pas de système d'écriture au Québec qui existe. Donc, j'ai utilisé la vidéo comme forme d'écriture. Écrire, ça veut dire laisser trace, dans le fond. Donc, on écrit sur un papier, on laisse trace, mais la vidéo, c'est un médium donc, qui sied très bien. C'est un médium qui est tridimensionnel et qui sied très bien donc, à une langue qui est, elle aussi, tridimensionnelle. Donc, j'ai utilisé la vidéographie comme façon de permettre à des personnes de laisser trace de leur savoir. Et dans une perspective justement plus politique, éthique, de permettre aussi des lieux de réflexion, de développement épistémologique et tout ça. Donc, c'était ma thèse de doctorat, donc la création de cette BD m'a permis, dans le fond, de réaliser l'importance de l'agentivité médiatique pour la construction des savoirs signés. Donc, en d'autres mots, dans le fond, ce que ça signifie, c'est de se réapproprier les technologies médiatiques pour qu'on puisse être capable de capter la langue des signes, mais aussi pour qu'on puisse créer, pour qu'on puisse se dire d'une façon aussi multiple que dans d'autres langues. Donc, il s'agit d'une BD où les personnages s'expriment en LSQ. C'était des extraits d'entrevues documentaires traités ensuite avec des logiciels d'animation. Et les textes sont dans des phylactères, des bulles de texte pour les personnes qui ne signent pas. Donc, c'est une BD qui est bilingue.
L'extrait que je vais vous montrer, c'est un extrait un petit peu plus de 3 minutes, qui est donc tiré de la BD. J'ai fait des citations thématiques. Donc ça, c'est une citation qui est tirée d'un article à paraître sur la déconstruction des codes de la bande dessinée. Donc, parce que par exemple, quand on dessine une bande dessinée, on peut mettre un personnage qui est à la limite même invisible, mais avec le phylactère, le propos, il est présent. Mais la langue des signes, c'est une langue qui est incorporée. Donc, un corps signant qui n'est pas là, mais le propos, il est juste inexistant. Donc, ça demande un autre rapport à l'image et à la place du corps du propos. Donc, ça, c'est un article qui va être publié dans la Revue canadienne des études sur le handicap. Et ça, c'est une citation, donc signée, qui est sur le thème de l'oppression et de la gentilité. Mais vous pouvez voir la bande dessinée intégrale sur Internet, donc c'est distribué par la vidéographe, donc sur Vimeo ou sur Facebook. Voilà.